il s'étonne, il se marre. Pourquoi je veux accompagner ce convoi? Et, en fait, lui, il sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces caisses, et on lui demande d'emmener des caisses dans une ville qui s'appelle Romans-sur-Isère. Bon, il se pose pas plus de questions. Il a un bordereau à signer, et puis c'est tout. Alors je lui explique qu'en fait, donc ces caisses, elles contiennent des statues de Notre-Dame de Lourdes, et que leur destination finale, c'est l'Irak. En Irak, les territoires libérés du joug de Daesh portent encore le poids des souffrances et des destructions. De retour sur leur terre, les chrétiens réfugiés ont constaté, entre autres, l'acharnement des djihadistes à l'encontre des symboles de leur religion. En retournant chez eux, ils tentent de se réapproprier leur identité. Et pour les y aider, l'association L'Œuvre d'Orient a organisé l'acheminement de 15 reproductions de la Vierge de Lourdes depuis la France jusqu'en Irak. Le photographe journaliste Jean-Mathieu Gauthier a suivi ce voyage. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 5. Un convoi exceptionnel en route vers l'Irak. Bonjour, je m'appelle Jean-Mathieu Gauthier, je suis photoreporter indépendant et je travaille régulièrement avec la Croix. Un jour, tout à fait par hasard, j'apprends qu'un convoi de statues de Notre-Dame de Lourdes va être envoyé en Irak pour remplacer toutes celles qui ont été détruites par Daesh. Au début, l'information me semble complètement étonnante, et puis je me dis, il y a peut-être quelque chose derrière ce convoi, il y a peut-être quelque chose à documenter, à creuser. Il y a peut-être une manière de parler de ces chrétiens d'Irak un peu originale, et donc j'essaye de m'organiser à ce moment-là pour faire partie de ce convoi. C'est l'Œuvre d'Orient qui organise ce convoi, et les statues vont être embarquées dans un camion de matériel de reconstruction. Il faut savoir que tous les mois, à cette période, l'Œuvre d'Orient finance des chantiers de rénovation dans les villages détruits par l'État islamique en Irak. Et tous les mois, du coup, il y a des camions qui partent avec du matériel de France. Et là, le logisticien a accepté de prendre cette cargaison de statues dans un chargement. Et voilà, donc moi je trouve ça très symbolique d'imaginer du matériel de reconstruction et ces statues qui, a priori, ne servent à rien, mais sont très symboliques dans ce qu'elles apportent aux chrétiens là-bas, qui ont vu leur symbole détruit. Moi, je me rends en Irak depuis 2014 pour documenter la situation des chrétiens qui ont été malmenés par l'arrivée de Daesh durant l'été de la même année. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir dans la cour des églises des grottes de Lourdes avec des représentations de la Vierge à l'identique. Voilà. Au début, on s'en étonne, puis on s'interroge aussi, et en fait, on réalise, en questionnant les chrétiens, que la Vierge de Lourdes est éminemment importante dans le cœur de ces chrétiens, et pas seulement des chrétiens, des Irakiens d'une manière générale, puisque on sait que certaines femmes musulmanes viennent prier la Vierge de Lourdes quand elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, par exemple. Et puis, je commence à farfouiller, je passe des coups de fil, j'obtiens le numéro du logisticien qui est chargé d'organiser tous ces transports. Et puis j'ai au téléphone un monsieur un peu étonné qui me dit voilà, je lui fais part de mon idée, de mon envie d'accompagner ce convoi. Alors, s'il m'avait eu en face de moi, il m'aurait regardé bizarrement. Là, c'est au téléphone que ça se passe, et dans ces silences, j'entends que ça le fait un peu rigoler. Mais bon, il me donne des horaires, il me donne rendez-vous en fait. Et puis il m'explique que ça va se faire. Voilà, ça peut se faire, pourquoi pas. Alors, à peu près 2 semaines plus tard, donc je me retrouve à Lourdes. Le matin, voilà, il fait assez beau, et je suis un peu déçu parce qu'au départ j'imaginais, je m'étais figuré retrouver 15 statues devant la grotte, posées bien comme il faut, et puis en fait pas du tout, évidemment.
je me retrouve dans un entrepôt un peu tristoun, avec 15 caisses en bois qui font 2 mètres par 60 centimètres à peu près. Le chauffeur de camion qui arrive pour charger cette cargaison, c'est pas un gros balèze avec des tatouages plein les bras, c'est un jeune de 21 ans qui s'appelle Walid. Rapidement, il descend de son camion, je lui explique ce que je viens faire là, je lui demande s'il accepte que je l'accompagne sur le trajet que lui a à faire avec sa cargaison. Il hausse un peu les épaules, il dit bah oui, vas-y, viens, moi je m'en fiche, allez, c'est parti quoi. Et donc il charge le camion avec ses 15 caisses en bois quoi. Et puis on commence à rouler sur les routes du sud de la France. Là, on quitte les Pyrénées. Il fait super beau. C'est le printemps. Là, on sort d'un hiver un peu long et c'est sympa. Puis Walid, il me parle de son métier. Il me demande aussi. Il s'étonne, il se marre. Pourquoi je veux accompagner ce convoi? Et en fait, lui, il sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces caisses et on lui demande d'emmener. Des caisses dans une ville qui s'appelle Romans-sur-Isère. Bon, il se pose pas plus de questions, il a un bordereau à signer et puis c'est tout. Alors je lui explique qu'en fait, donc ces caisses, elles contiennent des statues de Notre-Dame de Lourdes et que leur destination finale, c'est l'Irak. Et alors là, je vois mon Walid qui perd un peu son air goguenard, son air un peu guilleret, qui accuse un peu le coup et là on a passé un petit moment de silence. En fait, il m'explique que lui, en fait, c'est une de ses premières expériences avec le terrorisme, c'est en fait l'arrivée dans sa classe quelques années plus tôt de jeunes Irakiens qui étaient des chrétiens et qui fuyaient l'Irak après une série d'attentats. Ça l'avait marqué, c'est un épisode de sa vie qui l'avait un peu marqué, et donc l'idée d'imaginer ces statues de Lourdes qui partent en Irak, bon, ça le travaille un peu, ça lui fait un petit quelque chose. Et du coup, ils sont assez fiers. Première nuit dans le camion, c'est bien organisé, un camion, une cabine avec au moins 2 couchettes, c'est assez bien pensé pour ça. Et puis on dort très bien, on dort vraiment. C'est une expérience assez originale, mais voilà, dormir dans un camion, ça se fait parfaitement. Le lendemain matin, on arrive à Romans-sur-Isère et on arrive en fait, on décharge la cargaison dans un entrepôt qui appartient à une entreprise de logistique qui fabrique du matériel de construction. Et en fait, ce matériel va être envoyé également en Irak. Et c'est en fait surtout grâce à cette entreprise, donc qui envoie son matériel de construction en Irak, que les statues peuvent être mises dans le même remorque pour rejoindre l'Irak. Voilà. Il se passe 24 heures encore où on attend le 2e camion. Je passe une journée à Romans-sur-Isère. Je suis un peu dans le flou. Je sais pas du tout si le 2e chauffeur de ce convoi va lui accepter que je monte à bord de son camion. Donc je suis un peu dans cette expectative et il faut faire avec. Chaque étape de ce périple, il y a un point d'interrogation et encore une fois, il faut faire avec. Et puis le lendemain, je me retrouve effectivement avec un nouveau chauffeur qui s'appelle Veli, qui est un bon gros bonhomme, bien costaud, avec une petite moustache, un cou de taureau, des bras comme mes cuisses. Enfin, c'est vraiment le cliché du camionneur. On coche toutes les cases. Mais Veli, il parle peut-être 2 mots d'anglais et un d'allemand et alors surtout pas français quoi. Et moi je parle pas turc donc faut essayer de faire avec. Coup de bol, je me remémore, j'ai un bon copain qui est photographe qui est turc et donc je l'appelle. Coup de bol, il est pas en reportage à l'autre bout du monde, il répond, il décroche et puis du coup je lui explique en anglais mon projet. Encore un qui se marre. Je passe le téléphone à Veli, le chauffeur turc, et mon ami Emin explique mon projet. Alors je vois aussi encore la tête du chauffeur
qui rigole pas parce que c'est pas son genre, mais bon, je le voyais un peu rouler des yeux, quoi. Bon. Et puis pareil, quand même, il accepte, il y a pas de problème, je peux le suivre. Et puis on reprend la route à nouveau et on traverse les Alpes. Là, je pense à un truc assez symbolique aussi, c'est qu'on passe par la vallée de la Roya. Et je pense à un copain photojournaliste qui bosse à ce moment-là pour Libération depuis plusieurs semaines, qui suit tous les migrants qui prennent cette même route de la vallée de la Roya, mais dans l'autre sens. Et ils viennent à peu près du même coin où se rend ce camion. Donc ça fait, je me dis, bah là, il y a un symbole assez fort quand même. C'est imaginer que là, on a un camion qui transporte du matériel de construction, qui est donc destiné à reconstruire des maisons qui ont été détruites par la guerre. Et il va croiser le chemin de personnes qui justement fuient cette guerre ou ces guerres. Et voilà, donc je me dis, bah, ouais, ça me fait un petit quelque chose. Et puis donc on continue notre route et on s'arrête un moment sur le bord de la route pour dormir. Donc pareil, une cabine. Le confort est un peu plus rudimentaire dans le camion de Véli que dans celui de Walid. Mais bon, ça va, on dort bien aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer sur place. C'est-à-dire que Véli, donc il a son pain, il a ses réserves de pain turc, il a ses réserves d'olives, il a ses réserves de fromage, il a ses réserves de miel et de thé, et puis il a ses cigarettes qui fument presque l'une sur l'autre, quoi. Et voilà, ça lui suffit, et il partage tout ça avec beaucoup de bonhomie. C'est vraiment voilà, mec très très sympa, très accueillant. Le lendemain, on reprend la route, on traverse toute l'Italie d'une traite. Donc d'assez beaux paysages que je connaissais pas particulièrement, c'est super. On arrive dans le port de Trieste, qui est vraiment tout à l'est de l'Italie. Et dans ce port, là je comprends, mais vraiment je comprends en une minute que je peux pas aller plus loin. Et Véli a un air un peu paniqué, presque en colère. Enfin, en gros, il me dégage de son camion. En colère et en même temps un peu désolé, je comprends pas, c'est très étrange. Je vois arriver vers moi, on est un peu à l'entrée du port, et je vois arriver vers moi un type qui a l'air un peu d'un fonctionnaire du port, et surtout voyant ce type, c'est en voyant ce type que Véli a l'air de paniquer. Donc bah je m'exécute, je descends avec mon sac, mais ça pareil, et je suis un peu désolé, et je sais pas du tout ce qui va se passer après, quoi. Et je me retrouve dans un port de commerce là, dans cette ville de Trieste que je connais absolument pas, et il pleut des trompes d'eau en plus, c'est la nuit, enfin c'est vraiment là j'ai un moment où je me dis mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me suis embarqué dans ce truc, voilà, une grosse crise de doute. Je pars, j'ai mon sac sur le dos, et puis j'essaye de trouver un endroit où dormir. Puis je passe devant un premier hôtel complet, une auberge, quelque chose qui a l'air d'être une auberge de jeunesse, mais il y a pas de sonnette, je sais pas quoi, et voilà. Et alors en bon français, je peste à haute voix dans la rue, voilà, je fais mes petits jurons, et puis en fait juste derrière moi passe un groupe de jeunes, dont un parle un petit peu français, en tout cas mieux anglais. Et il commence à me demander du coup ce qui m'arrive, ce que je fais là, voilà. Puis bah, on échange. Ils allaient prendre un verre avec ses copains, donc on va prendre un verre. Et puis en fait on discute bien. La soirée est bien entamée, et lui me dit que bah en fait il a des chambres en Airbnb, voilà. Donc si je veux, il m'en prête une, et puis voilà. Super. On arrive, donc il m'amène à sa chambre, il est 1h du mat, et quand même, avant de me coucher, je me dis mais non, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer? Il faut que je sache où va ce camion, etc. Et là, je me dis, je réfléchis un petit peu, et je me dis qu'en fait, la meilleure solution, plutôt que de repartir en arrière, c'est d'aller directement en Irak, attendre le camion. Il passera forcément par l'Irak, et puis je réalise que en fait, le bon avion, il part le lendemain, donc il faut que j'aille à Venise, qui est pas très loin, donc
Pareil, pour rejoindre Venise, j'ai un train qui part à 5 heures du matin. Enfin bref, en gros, je ne dors pas et je traverse Trieste que je ne verrai pas de jour pour me rendre à la gare de Trieste et voilà, et suivre en fait le long de la lagune cette voie de chemin de fer qui est très belle, qui amène jusqu'à Venise. Et puis voilà, j'arrive à avoir un vol. Et à peu près 48 heures plus tard, j'arrive donc à Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, et qui est une ville que je connais pas mal, parce que j'ai déjà fait plusieurs reportages sur les chrétiens qui y sont réfugiés, et donc j'ai un petit peu mes habitudes, j'ai un hôtel où je sais pouvoir aller récupérer du wifi au cas où, etc., etc. Je continue mon histoire, en me demandant, j'essaye de voir comment je peux continuer mon histoire, et d'abord, je rappelle le logisticien que j'avais eu au début, et il me donne les coordonnées de son contact à Erbil que je retrouve, je finis par trouver dans la ville, et lui me dit oui, en fait le camion a été chargé sur un bateau en quittant Trieste et il va arriver dans une quinzaine de jours en Turquie, et puis il sera dans une vingtaine de jours en Irak. Je me dis merde, je vais attendre tout ce temps, ça va être un peu long, mais je me dis pourquoi pas en fait justement documenter toutes les raisons qui font qu'on envoie des statues en Irak. Et en fait, ces raisons, elles sont très simples. C'est que les hommes de l'État islamique se sont littéralement acharnés sur les symboles religieux des chrétiens. Donc, ils n'ont plus de croix, plus une croix debout. Ils n'ont plus une statue de Lourdes ou une statue de la Vierge debout. Et voilà. Mais ça, si je veux que mon reportage soit complet, si je veux que mon histoire soit complète, il faut le montrer. Donc voilà. Donc je passe du coup 2 semaines à documenter tout cet aspect des choses. Au bout d'un mois, le camion finit par arriver. Je m'organise pour me rendre à la frontière, qui est à peu près 300-400 km de route depuis Erbil. C'est compliqué parce qu'il faut trouver un chauffeur qui puisse aussi faire la traduction, donc c'est encore des frais et tout ça. En fait, moi je suis indépendant, donc il faut que je me débrouille quoi. Et donc il faut y aller et donc j'y vais. Et j'arrive à la frontière et là. Une petite déconvenue, le camion n'est pas là, il n'est pas encore arrivé. Donc je repars en arrière, il faut repartir à Erbil et revoir à nouveau le logisticien. Le lendemain, on me dit que le camion va peut-être arriver, mais il manque un papier, etc. Tout ça dure encore 2-3 jours. Et puis donc j'organise un nouveau départ pour la frontière, et là cette fois c'est bon. Et là, je découvre non pas Veli, que je m'attendais à retrouver, mais un autre chauffeur qui, lui, s'appelle Ali, qui est épuisé parce que pendant 2 jours, on l'a racketté à la frontière, qu'il a pas un centime en poche, que il est comme beaucoup dans cette espèce de no man's land qui est une frontière entre la Turquie, l'Irak et tout près d'ailleurs la Syrie, qui est un lieu de trafic épouvantable où les douaniers s'en donnent à cœur joie pour racketter tout ce qui passe par là. Et donc là, lui s'est fait comme tout le monde, bien racketter. On passe la frontière et puis on se fait une bonne bouffe tous les deux. Encore une fois, c'est Google Traduction qui nous aide, parce que il parle turc, je ne le parle pas et je parle pas non plus arabe. Voilà, donc on se débrouille avec nos smartphones respectifs pour arriver à communiquer. Voilà, on reprend la route et on traverse le nord de ce Kurdistan qui est. Alors le Kurdistan, c'est vrai qu'on s'imagine comme quand on pense à l'Irak, on pense à un pays de désert avec des paysages de pierre et de sable à l'infini. Et en fait, pas du tout. Le nord du Kurdistan, c'est assez vallonné. C'est un pays qui est encadré par le Tigre et l'Euphrate. C'est un pays très vert à ce moment-là de l'année. C'est vraiment un pays que moi j'en suis un petit peu amoureux parce que c'est vraiment très beau. Et puis c'est une route qui est assez agréable du coup. Et donc on traverse ce paysage bosselé, très vert, très agréable.
et on arrive à dans une ville qui s'appelle Kalak, qui marque un peu la frontière entre le Kurdistan administratif et l'Irak véritable. Le Kurdistan, c'est une zone semi-autonome de l'Irak, et donc avec sa propre police, son propre système politique, mais voilà, au sein comme si c'était un grand État fédéral qui est l'Irak. Là, normalement, le camion, sa destination finale, c'est la ville de Karakosh, qui est la grande ville chrétienne du nord de l'Irak. Et donc cette grande ville, elle est à encore une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres, un peu plus au sud de la ville de Kalak, et donc vraiment en territoire irakien. Mais on arrive à un checkpoint où les soldats qui tiennent ce checkpoint refusent à Ali, le chauffeur, d'aller plus loin pour une histoire de plaque de son camion, enfin un truc où je comprends pas très bien, mais voilà, toujours est-il qu'il ne peut pas aller à sa destination finale. Il faut faire marche arrière, trouver un scénario de remplacement un peu à l'improviste, et donc pour ça, moi je me retrouve en fait à mon tour passer des coups de fil au logisticien, alors que c'est pas du tout mon rôle. Là, je sors complètement de mon rôle de journaliste, et donc j'aide Ali à trouver une solution pour savoir où il va débarquer ses statues. Finalement, elles sont débarquées à Erbil, à pareil à peu près une quarantaine de kilomètres de là. Elles sont débarquées dans une école en contreplaqué qui a été construite pour les réfugiés chrétiens, et voilà, donc elles vont attendre ici quelques temps. Elles sont débarquées, alors elles sont pas débarquées le soir même, parce que Ali arrive, lui il est fatigué, il a envie de se coucher, et il veut se poser, et puis c'est tout, et qu'on l'emmerde pas, parce que voilà, il a une longue route derrière lui, et c'est comme ça. Le lendemain matin, donc les statues sont débarquées. Et les ouvriers qui débarquent ces statues, ils travaillent dans un village qui s'appelle Karamles, qui est juste à côté de ce village de Karakosh. Et puis, ce matin-là, juste après avoir débarqué les statues, justement, ils sont tenus d'aller à Karamles. Alors ils disent quand même, on va prendre une statue avec nous dans la cour de l'église, où à côté de là où ils travaillent pour rénover les maisons. Justement, il y a une grotte de Lourdes qui est vide depuis plusieurs mois, et donc c'est super. On prend une statue, on dit rien à personne, et voilà. Donc ils ont pris leur statue, et moi je les ai accompagnés. Du coup, j'étais trop content de pouvoir faire ça et continuer à faire mes images prenant un peu ce truc un peu arbitrairement, quoi, se dire voilà, tiens, on y va, c'est notre statue, on l'embarque, et puis on va la mettre dans notre grotte de Lourdes. J'ai cette image qui est de ces ouvriers qui sont hyper contents de déballer leur statue, qui sont hyper contents de la décharger de la voiture, et hyper contents de la placer dans la grotte. Alors là, c'est le festival du selfie. Ça dure un bon quart d'heure, tout le monde se prend en photo devant, et puis alors ça fait le tour du monde. J'imagine que ça fait le tour de tous les réseaux sociaux d'Irak, et puis en fait de la diaspora irakienne qui est répandue autour du monde. Et c'est un moment assez sympa, quoi. Et c'est surtout, c'est un moment pour moi où je me dis mon histoire, je l'ai là, c'est bon. Je vais peut-être pas tarder à pouvoir rentrer, quoi. Ce que je fais effectivement, du coup je reprends un billet d'avion, ça tombe bien en fait, ça va faire à peu près un mois que je suis parti, et ça fixe un peu ma limite de reportage. Généralement je pars 15 jours, et là ma femme, mes enfants commençaient à trouver un peu le temps long, et donc ils sont contents quand je les appelle pour leur dire que ça y est, je rentre, et voilà. Et là il se passe une période, donc je rentre en France, et il se passe une période d'à peu près 3 mois. Toutes ces statues ont été envoyées par une ONG qui s'appelle l'Œuvre d'Orient, qui est une ONG avec laquelle je collabore régulièrement, et avec qui j'ai de bons rapports, et qui me propose au mois de juillet de cette année d'accompagner un voyage de presse qu'ils organisent. Ils organisent des cérémonies de
de remise des 14 statues restantes dans les différentes églises de la plaine de Ninive. Et donc au mois de juillet, je me retrouve à nouveau en Irak et à nouveau à faire la tournée de cette plaine de Ninive et pour une quinzaine de jours, à distribuer ces statues. Et là c'est un moment assez étrange parce que l'Irak que j'avais laissé 3 mois plus tôt, qui était encore très marqué par la guerre. Je pense donc cette ville de Karamles, on a déposé la statue, la ville de Karakosh qui était juste à côté. Tout ça, c'était des endroits qui étaient totalement déserts. Il y avait vraiment pas un chat. Il y avait quelques familles qui étaient revenues. Et bien, au mois de juillet, 3 mois après, là, c'était sidérant parce que il y avait énormément de gens qui étaient revenus habiter, qui avaient retapé leur maison et étaient vraiment décidés à reprendre une vie normale. Et c'était intéressant parce que il y avait Monseigneur Pascal Golnisch, qui est le directeur de l'œuvre d'Orient. C'est lui qui avait décidé d'envoyer ces statues avec une logique assez simple, un raisonnement très très simple. Il disait, en fait, c'est très utile de prier pour les chrétiens. C'est très utile de leur envoyer de l'argent ou d'envoyer des outils, de la logistique. Mais ce qui est important pour eux aussi, c'est d'avoir des symboles. Et ces statues, du coup, elles sont très symboliques pour eux. Et c'est à partir du moment où ces statues sont arrivées que, précisément, les gens ont commencé à se dire « ça y est, la vie peut reprendre ». Et tout ça, c'est concomitant avec à peu près la chute de l'État islamique à Mossoul. Alors, il y avait toujours quelques poches de résistance, mais grosso modo, l'État islamique était à peu près vaincu en Irak. Et les chrétiens, pour beaucoup, reprenaient vraiment espoir. Et ça, c'était vraiment assez touchant de voir ça. Ce qui est drôle, c'est que je suis retourné ensuite à 2 reprises encore en Irak, et j'ai pu retourner donc là où donc les statues ont été déposées. Donc elles sont pas tout à fait toujours aux mêmes endroits précis, mais ils sont toujours dans les églises où elles ont été déposées. Et ces églises qui portaient encore en juillet 2017 beaucoup de marques du passage de l'État islamique, c'est-à-dire que beaucoup étaient brûlés, on voyait des gravats partout, on voyait des livres liturgiques déchirés, brûlés également. Tout ça a été très très bien nettoyé, et maintenant les statues sont en bonne place, comme si c'était rien passé. La vie reprend véritablement, et c'était hyper touchant de voir comme l'intuition de l'œuvre d'Orient, de dire voilà, ces statues, c'est un peu elles qui vont apporter le changement, en tout cas le renouveau. Comme cette intuition était assez juste finalement, même si c'est très très symbolique, il y a du vrai dans ce principe-là, quoi. Ouais, voilà. Je suis parti avec une pseudo-promesse de publication dans un journal. Souvent, c'est comme ça qu'on part quand on est photojournaliste indépendant. On va voir un journal en lui disant voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Il y a des journaux qui nous disent vas-y, fonce, c'est super, et puis on signe un bon de commande. Et la plupart du temps, ça se passe pas comme ça, et c'est vas-y et reviens et montre-moi ce que t'as, et on en reparle. Donc là, c'était le cas, et en fait, je me suis retrouvé avec un journal qui a jamais donné suite. Mais par contre, beaucoup d'autres journaux ont trouvé que cette histoire avait du sens et ont décidé de le publier. Donc c'est le cas de, bien sûr, La Croix, qui a été un des premiers à se dire que cette histoire pouvait trouver sa place dans le journal et pouvait intéresser les lecteurs. Et puis d'autres comme Le Pèlerin, comme Panorama, comme la revue 6 mois aussi, qui tous ces journaux ont trouvé intéressant de publier cette histoire parce qu'elle changeait un petit peu de l'ordinaire, parce que elle permettait de parler de cette guerre en Irak et de parler des chrétiens d'Irak d'une manière un peu différente probablement de ce qu'on avait l'habitude de voir, où on était surtout sur des sujets soit de logistique, en disant voilà, les réfugiés ont besoin de ça, soit d'être un peu bloqué sur le conflit avec ses points d'interrogation. Là, on avait une information qui était positive, et je pense que c'est ce qui a surtout intéressé notamment La Croix, quoi, c'est un peu dans l'ADN de ce journal d'aller chercher des infos un peu différentes. Le reportage photo de Jean-Mathieu Gauthier,
est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.